afternoon, distinguished delegates, members of the press. Bonsoir, chers délégués, membres de la presse, chers alliés. Bienvenue à cette 8e plénière de la conférence Women Deliver 2023. Nous allons parler d'un sujet sensible. On parlait du D-word. Avant de définir ce que nous entendons par D-word, la décolonisation. C'est une idée qui remonte à très longtemps. Une conception de l'Occident et de personnes qui ne sont pas de l'Occident. La décolonisation. Il s'agit d'un sujet qui touche chacun et chacune d'entre nous, présents et présentes dans cette salle. Que vous compreniez la décolonisation ou pas, que vous soyez impliqués dans des activités de décolonisation ou pas. Je pense que la décolonisation nous touche tous et toutes. Je parle l'anglais, c'est ma langue maternelle, mais je m'appelle Chika Odinaka. Je viens du peuple Igbo. Mon village a été colonisé par les Britanniques. La colonisation a donc, comme vous le constatez, des influences sur les langues que nous parlons, les noms que nous portons, les dieux que nous prions, les aliments que nous consommons, les vêtements que nous portons, nos choix de carrière, la manière dont nous définissons la beauté, la réussite, la manière dont nous traitons les autres, la manière dont nous considérons, la manière dont nous travaillons avec les autres, la manière dont nous valorisons l'argent, la manière dont nous choisissons les personnes que nous défendons, que nous aimons et que nous essayons de protéger. La colonisation influence chacun de ces choix, chacun et chacune d'entre nous. Et ces répercussions se ressentent encore aujourd'hui et accorde des privilèges à d'autres, tout en fragilisant les positions d'autres personnes. Nous sommes venus ici au Rwanda pour faire partie de cette constellation formidable de personnes. Nous faisons partie d'un système de développement international. Mais vous seriez peut-être surpris de constater que dans ce système, nous pouvons voir des relents de la décolonisation. Comment décoloniser ce système? Nous sommes des défenseurs, des défenseuses de l'égalité de genre. Tout à l'heure, nous avons fait une petite discussion sur le féminisme, les politiques féministes. Nous sommes fiers de dire que nous sommes des défenseurs et des défenseuses des mouvements féministes. Mais dans ces mouvements, nous trouvons des traces de la décolonisation. Tel est le sujet de cette 8e session plénière. Je m'appelle Chika Odokwa, je suis journaliste et nous allons avoir 2 discussions. Une table ronde sur les dynamiques et les structures de pouvoir soutenues par cette décolonisation. Nous allons trouver des solutions pour déconstruire ces systèmes et promouvoir l'égalité pour tous et toutes. Cette table ronde sera également suivie d'une discussion informelle. Nous vous invitons à revenir sur des sujets comme la décolonisation et la lutte contre les mouvements antidémocratiques. Je vais donc inviter les membres de la table de discussion à me rejoindre sur le podium. Parfait. Nous avons avec nous Sophia Sinero, secrétaire générale de CARE International. Elle possède une grande expérience
dans le plaidoyer en faveur des jeunes filles d'Afrique et d'autres parties du monde. Encore une fois, nous serons accompagnés de Malia Khan, présidente et PDG de Women Deliver. Elle vient du Pakistan et possède près de 30 années d'expérience dans le domaine de l'égalité de genre. Merci Malia. Nous avons également Christine Steglin, directrice exécutive adjointe de UNAIDS. Grâce à son travail, de nombreuses personnes bénéficient de médicaments contre le VIH-Sida. Nous sommes également accompagnés de Betsy Nyambi, de la Planned Parenthood Global. Merci d'être avec nous. Vous êtes en charge du partenariat international et de l'engagement international. Vous êtes nigériane et vous luttez sans relâche pour défendre l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Vous faites ce travail depuis plusieurs années. Nous avons décidé de parler de moyens pour redéfinir le système de développement international. Il s'agit ici de mener des réflexions sur la réimagination d'un système de développement plus juste. Et j'aimerais que vous vous portiez volontaire pour parler de ce sujet. D'accord. Je voudrais prendre la parole. Et lorsqu'on parle de décolonisation, nous savons quels sont ses effets sur les femmes et les filles des pays du Sud. Et ce n'est pas anodin. Planned Parenthood essaie par exemple de s'inspirer sur ce qui se passe autour de nous, essaie de réformer le système américain. En 1994, au Caire, il est très important pour nous d'avoir des systèmes qui se développent et qui placent au cœur de leur action les populations locales. Autre exemple, le féminisme blanc. Le féminisme blanc fait partie de ce que nous voyons autour de nous. Dans les organisations de la société civile, nous voyons beaucoup de femmes blanches de classe moyenne. C'est vrai qu'elles ont de bonnes intentions, mais elles ont une façon particulière de travailler, une rhétorique particulière, une culture particulière. Ces façons de faire créent des vulnérabilités et nous, quelque part, devons comprendre que ces manières de travailler risquent de ralentir, voire d'anéantir tout ce que nous avons fait. Nous avons dû comprendre très vite à détecter cette forme de colonisation. Nous avons dû nous exprimer dans des langues qui n'étaient pas les nôtres et ce n'est pas toujours facile. Cela ne nous vient pas naturellement. Certains et certains d'entre nous n'ont même pas de diplôme ou alors les obtiendront très tard. Cela crée également une forme de culture de travail à laquelle nous avons du mal à nous identifier. C'est une culture que nous devons dénoncer et que nous devons combattre. Vous avez parlé de rhétorique. Pouvez-vous nous dénommer de rhétorique? Quelles sont ces rhétoriques que nous avons l'habitude de réciter? Par exemple, lorsque je me suis rendue aux États-Unis pour mes études supérieures, il fallait que je réapprenne à parler l'anglais.
On vient de rêver les dieux, je m'excuse. Je m'excuse si j'ai choqué des suprémacistes blancs dans la salle. Eh bien, quand je me suis rendue aux États-Unis pour mes études supérieures, on m'a dit que je m'exprimais comme si je venais de colonie. Je leur ai dit que c'était normal puisque je venais effectivement d'un pays qui avait été colonisé. Et parfois, on me disait que je n'étais pas suffisamment direct, que je n'étais pas suffisamment sûre de moi. J'ai dû changer ma manière de m'exprimer, encore et encore. Les autres vous regardent et se demandent parfois « Vous n'étiez pas là plus tôt ». Je suis sûre que vous l'avez sûrement vécu. Mais ça m'a pris du temps, ça m'a pris 30 ans pour être là parce que j'ai dû traverser beaucoup d'obstacles. Sophia, je crois que j'ai vécu la même chose. Je pense que nous avons une culture de politique descendante, du haut vers le bas. Toutes les décisions sont prises depuis le sommet. Je pense que cette façon de travailler est très coloniale et on la voit dans plusieurs institutions. Si vous ne parlez pas de manière guindée, si vous ne citez pas d'éléments importants dans votre discours, si vous ne racontez pas d'anecdotes, on ne vous écoute pas. Vous devez maîtriser des statistiques, des données. Eh bien, comme vous aimez les statistiques, laissez-moi vous dire que seul 1,2% de ceux qui travaillent dans l'aide humanitaire reçoivent des financements. Seul 0,13% des organisations de défense des droits des femmes existent à travers le monde et reçoivent ces financements. Là-bas, je suis sûre que vous trouverez des traces de colonisation. Et l'un des faits qui me préoccupe le plus, c'est le fait que ce système pense aux pays du Sud. Je viens d'Amérique latine, mais je vis à Ottawa. Des pays comme l'Inde, l'Égypte travaillent avec des organisations et des bailleurs de fonds qui sont basés au nord. On a l'impression que lorsqu'on parle d'inégalité et de pauvreté, tout se passe en Afrique. Mais sachez qu'il faut revoir les causes profondes de la pauvreté. Il y a de la pauvreté partout, à Londres, à Berlin, à Paris. On se concentre beaucoup trop dans des secteurs affectés par la pauvreté seulement en Afrique. Je pense que c'est une erreur. Sophia, vous avez dit que ce fait vous perturbait quelque peu. Comment est-ce que vous vous sentez lorsqu'on parle de ce système colonial? J'ai rejoint ce secteur en 1984 et j'ai été surprise par ce que j'ai vu. Depuis l'extérieur, vous pensez que tout est différent, qu'ils sont mieux que vous, qu'il y a des valeurs humaines, qu'il s'agit d'une bulle. J'aime ce slogan féministe. Ne faites rien pour nous sans nous. Mais la vérité, c'est que dans le développement, dans le secteur du développement, la plupart des décisions sur le financement, les activités, les projets doivent s'intégrer dans une stratégie qui ne pense pas aux besoins des populations des pays du Sud et qui sont conçues pour les populations des pays du Sud. Donc je pense que nous avons encore du chemin à faire. D'autres interventions? Christine, Monica? Je pense que la colonisation dans ce secteur se reflète dans nos finances. Cet argent, cette richesse a été volée
et s'est retrouvé dans des systèmes financiers et bancaires en Europe, aux États-Unis. Cette richesse appartenait à nos ancêtres. Cette richesse continue de faire le bonheur des autres. Nous ne devons plus ignorer que cet argent nous appartient. Nous devons reconnaître que dans ces institutions financières, dans ces institutions et organisations qui existent à travers le monde, il y a des relents de colonialisme. Je ne le dis pas seulement de manière générale, je dis tout simplement que les institutions humanitaires, la Fondation Gates, ces organisations philanthropiques ont été créées à partir des richesses de nos ancêtres. Des conditions ont été mises en place pour que certaines personnes obtiennent cet argent qui aurait pu bénéficier à d'autres personnes. Cet argent a été fructifié, bien sûr. Cela ne veut pas dire que nous devons croiser les bras, non. Mais il faut reconnaître que l'héritage de la colonisation, de l'oppression et de l'exploitation fait partie intégrante de notre vie. Alors, nous allons parler de ce que vous faites pour le changer à votre fondation. Alors, Christine, j'aimerais commencer en disant que je suis d'accord avec ce que les autres conférenciers ont dit, mais aussi reconnaître que je fais partie des femmes blanches de la classe moyenne qui sont dans le secteur. Et je le prends très sérieusement quand nous sommes assis dans un endroit comme ça et nous parlons de ces systèmes. Ça doit commencer avec nous. Donc pour moi, ça c'est un parcours très conscient. Ça n'a pas besoin d'être public, mais c'est un parcours que nous allons faire de façon individuelle. Il faut se demander chaque jour, quels sont mes préjugés, quels sont mes privilèges. Je sais que je suis super privilégié. Je travaille dans un domaine, une position assez haute, j'ai assez de pouvoir, je pense. Et donc, pour moi, c'est quelque chose que je me demande chaque jour. Est-ce que je suis en train d'utiliser mon privilège, mes préjugés? Et je pense que c'est quelque chose à prendre en compte avant de faire d'autres commentaires. Maintenant, pour répondre à la question concernant le colonialisme, je veux en fait dire que tout ce que nous avons dit est vrai. Mais vous voyez, parfois on essaie de renverser ces choses à cause du pouvoir de la communauté. Mais il faut comprendre que il y a vraiment un système qui n'est pas juste en ce qui concerne l'accès à la santé. Certaines personnes avaient l'accès aux médicaments et ce continent ne l'avait pas. Et on s'est levé, on a lutté, on a eu accès. On n'a pas complètement changé le système. L'autre chose, c'est le financement. Trouver le système de financement comme le Fonds mondial où on a décidé que c'est le pays et ces communautés qui vont décider ce qui est nécessaire. Dans un système, pas seulement dans un environnement qui sans problème, mais en fait pour trouver ce dont a besoin le pays dans ce système qui est fragilisé. Maintenant, en ce qui concerne notre travail, je pense que quelque chose que moi j'entends qui ressort dans cette conférence, c'est l'homosexualité et la diversité sexuelle, comme si c'est une question occidentale ou quelque chose qui est venu de l'Occident. Ce n'est pas africain, ce n'est pas autochtone. Et ça, c'est l'histoire coloniale. Nous savons que chaque culture, chaque pays, ils ont des minorités sexuelles, ils ont des expressions, ils ont leur façon de s'exprimer et ils étaient vraiment opprimés avec l'administration coloniale. Et ceci a été aggravé par les financements, par toute une histoire d'investir dans des pouvoirs qui ne sont pas progressifs, qui nous ont mis dans une telle situation où les choses ont vraiment changé à un point où c'est maintenant comme si les communautés LGBTQ ne sont pas africains et ne font pas partie de notre culture. Et ça fait partie des héritages coloniaux que nous rencontrons en tant qu'ONU-SIDA. Et une chose que nous avons besoin de prendre en compte aussi, c'est qu'il y a ces personnes qui ont cet héritage colonial, quand ils expriment le mépris avec
le mécontentement avec des pays comme l'Ouganda et entre autres ne reflète pas de leur implication dans cette histoire. Et donc je pense que avant de parler aux autres, il faut se demander d'où est venu cet argent, qui a financé ces personnes et d'où vient cette histoire. Bien, alors Christine, vous avez mentionné que l'accès au traitement pour le sida avait été lié à la race. Pourquoi? Franchement, je pense que c'est l'argent. Oui, c'est vrai, mais c'était pour les bénéfices. Nous le voyons maintenant quand nous voyons des données, même les pays avec assez d'accès, avec des programmes pour le sida bien développés, nous voyons que les personnes africaines, des personnes avec la peau noire, ils sont les plus touchés. Donc il y a des préjugés certainement et il y a des choix bien structurés. Il y a une question aussi de ce que ces entreprises vont gagner, des bénéfices. Il y a des pays qui sont riches, ils ont eu accès aux vaccinations pour COVID et les pays pauvres n'avaient pas accès. Et personne n'a défié le système. Il parlait maintenant de la chaîne d'approvisionnement et le droit de propriété intellectuelle. Mais on a oublié que le truc qui était le plus important, c'est l'accès. Et nous n'avons pas changé le système, nous n'avons pas la production locale. Et je pense que ça, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment investies. Nous voulons maintenant le changer. Il faut que nous fabriquions des médicaments au niveau local. Et pour ne pas nous retrouver dans une pandémie où nous sommes confrontés à la même situation. OK, nous allons parler de la langue, de la culture. Parlons maintenant des solutions. Est-ce que vous pouvez me proposer 2 étapes concrètes que prennent vos institutions déjà pour changer le système, pour vraiment démanteler la suprématie blanche? Oui. Je me rappelle, il y avait une petite manifestation où des jeunes personnes, mais en fait, nos collègues en Afrique, ils revendiquaient une réévaluation de notre institution financière pour pouvoir travailler avec des partenaires en solidarité, pour dire que nous sommes en train de travailler avec des partenaires, mais nous avons cette structure financière qui avait beaucoup de barrières. Et donc, il était très important de travailler avec eux et avoir des leaders qui s'étaient engagés et avoir des institutions financières qui pouvaient dire que oui, en fait, ces sessions de compte-rendu que vous êtes en train de dire, ça ne touche pas, ça ne reflète pas la réalité sur le terrain. Par exemple, quand l'assurance pour voiture, sachant que pour le Nigeria, il n'y a pas vraiment l'assurance auto, ce sont des choses qui n'existent pas. Et donc, il faut comprendre le contexte et donc comprendre les structures dans lesquelles nous travaillons. Et de cela, nous avons maintenant décidé de voir comment aménager en fait le financement et utiliser le financement structuré pour fournir l'accès à ces choses, y compris le droit humain, pour lutter contre l'opposition, la désinformation, et donc mettre à l'avant le financement que peut accéder nos partenaires et décider comment le canaliser et être en charge de la prise de décision. Est-ce que c'est quelque chose qui existe à partout global ou juste aux États-Unis? Non, en fait, nous travaillons un peu partout. Donc, en fait, ça se passe dans ces 2 régions, oui, mais nous voulons élargir la portée de nos travaux avec nos partenaires et surtout ouvrir ce financement aux autres partenaires. Mais en fait, c'est une belle opportunité pour montrer que ça, c'est juste des petites étapes que nous avons prises pour vous montrer comment vous pouvez démanteler ces barrières financières et aussi changer le pouvoir afin que les gens prennent des décisions pour eux-mêmes. Alors, suivre l'argent, c'est ça que Planned Parenthood est en train de dire. Alors, Sophia, je suis content que vous avez dit 2 et non 3. Bien, 2. Ensemble, avec Oxfam et avec Save the Children, avec Plan International, nous avons signé le pacte pour le changement et pour la décolonisation. En octobre 2022, nous l'avons lancé et
ce mécanisme et ces engagements étaient vraiment publics et donc vous pouvez vraiment nous tenir responsables pour ces engagements. Et je vais aussi parler de l'aspect pratique. J'ai mentionné le financement. Et en fait, ce dont ont besoin les organisations des droits de femmes, c'est la plupart du temps, c'est le financement, mais pas juste le financement, mais le financement flexible et le financement qui dure des années. Nous avons franchi beaucoup d'étapes à CARE, mais 55% de nos ressources sont parties aux acteurs au niveau local et au niveau national. Et en fait, dans un an, on a pu effectuer ce changement et avoir beaucoup plus. Et en fin de compte, nous avons arrêté de parler de sous-traitance. Et donc, en fait, l'approche du haut vers le bas, ce n'est plus possible. Nous parlons maintenant de partage des risques, nous partons maintenant de la responsabilité mutuelle, nous parlons maintenant de la conformité collaborative avec les différentes choses, que ces choses qui nous limitaient avant, nous avons décidé de faire des choses différemment maintenant. Et bien évidemment, il n'y a pas quelqu'un qui va travailler dans le secteur qui ne va pas refléter sur nous-mêmes, nos privilèges, nos façons de faire. Imaginez-vous, vous allez dans un pays à haut risque. Par exemple, il faut faire des formations de sécurité. Comment est-ce que nous avons pensé que nous pouvons travailler dans ce domaine sans refléter des temps colonial et comprendre la suprématie blanche? Certainement, c'est obligatoire, oui, mais nous ne le faisons pas assez. Et donc, il y a beaucoup de changements sur les engagements que nous prenons et les outils pour bien canaliser le financement et aussi une réflexion profonde sur comment nous travaillons dans le monde et ce que nous faisons. Est-ce que ce pacte est un document ou bien est-ce qu'on peut trouver le document en ligne? Vous pouvez le trouver en ligne. Je pense qu'Ali était ici et il est en fait le cerveau derrière ce plan. Elle nous a rassemblés. Elle nous a poussé à vraiment développer le pacte, signer le pacte. Et tout le monde est la bienvenue. Vous pouvez signer le pacte, mais pas juste signer ce pacte, mais aussi agir et respecter le pacte qui concerne le partenariat équitable. Il y a toujours une langue de réciprocité, mutualité, la sororité et le féminisme. Et aussi le récit d'histoire éthique, ça fait partie de ce pacte. Et aussi influencer ces secteurs que moi j'avais mentionnés, où la plupart des causes des pauvretés sont, parce que c'est là qu'il faut vraiment travailler. Malia, est-ce que nous allons trouver des pactes à Women Deliver? Non, nous n'avons pas encore signé le pacte. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas le faire. Mais ce que nous avons fait, c'est faire deux choses. Et je vais le décomposer en deux choses. Nous avons regardé, en fait, les racines du secteur SDSR et le lien avec la suprématie blanche. C'est venu dans un endroit de contrôler les corps et la fécondité des personnes noires. Donc ça, c'était la première chose. Et je pense que Women Deliver s'est vraiment remis en question et on a fait ça. Deuxième question, deuxième étape, et ça c'est aussi très important, au lieu de regarder dans le miroir et pleurer et dire non, oui, nous sommes mieux maintenant, mais en fait c'est qu'est-ce qu'il faut pour faire avancer une organisation mondiale comme Women Deliver, pour devenir une ONG internationale du 21e siècle. Comment nous pouvons laisser de côté le patrimoine colonial et comment servir tout en prenant en compte et en reconnaissant nos privilèges. Qu'est-ce que nous avons besoin de changer? Nous avons identifié 3 domaines de changement. Il faut changer la façon dont nous travaillons, la programmation, comme nous l'appelons, parce que nous avons des structures qui reviennent toujours encore du système colonial. Il faut changer notre narratif, il faut changer notre façon de parler, notre façon de décrire les choses, la façon dont nous sommes privilégiés et notre expertise technique. Et ensuite, il faut changer notre plan d'entreprise.
Un peu comme Sophie a dit, nous pouvons parler, théoriser, mais si nous ne remettons pas en question où nous sommes basés, qui prend les décisions, comment nous traitons les autres, qu'est-ce que nous jugeons conforme, qui est en charge, qui prend les décisions. Si nous ne pouvons pas changer cela, nous serons juste en train de parler sans agir. Maintenant, Christine, deux choses. Qu'est-ce que je peux dire? Évidemment, ce n'est pas facile. Moi, je viens d'une communauté autochtone en Amérique du Centre. J'ai fait des États-Unis ma maison. Et je suis fier de cette décision. Mais intégrer ce secteur, une institution comme la Fondation Forte et le secteur philanthrope, dans ma carrière, dans mon parcours pour la justice, veut dire que j'ai dû parcourir un processus de changement interne parce que les agressions, les microagressions et les non-microagressions, ces agressions sont vraies. Ça se passe chaque jour. Ils sont dans la façon dont nous jaillissons, la façon dont nous sommes en train d'interagir quand nous cherchons des ressources. Et donc, je vais commencer en disant qu'il n'est pas facile de faire partie de cette communauté quand vous décidez d'effectuer des changements à l'interne. En fait, ce que la Fondation Ford et les autres ont fait, c'est d'essayer de vraiment refaçonner et décomposer ces personnels en amenant des personnes comme moi-même. Il y a vraiment des difficultés, il y a la peine, ça. Mais en fait, c'est quelque chose que l'institution a fait. Et ils nous ont un certain niveau d'accompagnement et soutien. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a, ça ne fait pas, il n'y a pas de peine dans le processus pour changer le monde. Et oui, nous sommes en train de le faire de plus haut niveau, de qui est notre président jusqu'à qui est notre membre du conseil, de qui sont les leaders. Et nous croyons que c'est la seule façon que nous allons commencer le processus pour redéfinir ce qui est le progrès et la dignité. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de personnes ici, qui sont ici au Nord global, qui sont confortables, nous décidons de ce qui est le progrès et la dignité pour vous et pour quiconque, pour tout le monde. Donc on s'est rendu compte qu'il faut vraiment secouer le système, changer. Et comme ça, quand nous sommes en train de discuter des problèmes, des solutions, des personnes autour de la table, il faut qu'ils se sentent différemment. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est que le système et changer le visage du système. Ça, c'est la Fondation Ford. Dernier n'est pas le moindre, Christine. Bon, c'est un peu plus compliqué pour parler pour la famille des Nations Unies, en fait, qui, par définition, devrait être un endroit où nous nous rassemblons avec respect, tolérance. Je pense qu'il y a vraiment une reconnaissance au sein des Nations Unies qu'il y a du racisme à travers les Nations Unies. Il y a une forte prise de conscience et ils ont envoyé des ordres à tout le monde pour faire face à ce problème parce que c'est vraiment intéressant la dynamique pour voir comment gérer le problème. Mais en fait, gérer vos personnels, vos politiques, c'est ça que vous pouvez faire. Et c'est lié à l'agenda féministe, antiraciste, ça vient de notre directeur exécutif. Et elle a nommé des personnes comme moi qui doit être en mesure d'assurer cet agenda. Donc le parcours est loin, nous avons du chemin à faire. Et je pense que même avant de rejoindre ONU-SIDA, j'étais vraiment tenté à changer des pactes, des engagements. En fait, parce que je pense que ce qu'il faut faire, c'est le travail à l'interne. Comment créer des espaces pour que les personnes parlent, les espaces pour la guérison,
de traumatisme organisationnel, mais aussi individuel, pour que les personnes parlent de l'oppression, du déséquilibre du pouvoir. Ce n'est pas facile dans une organisation, surtout pas dans des agences onusiennes. Nous sommes en train de communiquer, oui, donc ça c'est une chose. L'autre chose que je voulais ajouter, c'est que il est aussi très important d'essayer de revoir comment nous travaillons avec les leaders. Et donc, comment est-ce que nous rendons compte? Et l'autre chose, comme je disais, dans ce système au niveau mondial, en tant qu'agence onusienne, si nous prenons l'espace et nous parlons concernant ces questions qui viennent du patrimoine colonial, nous allons faire et rendre une partie de nos États membres vraiment mécontents. Parce qu'une fois que je parle de cela, il y aura certains États membres qui ne seront pas contents. Si nous parlons de la propriété intellectuelle et certaines structures, il y a des États membres qui ne seront pas contents. Mais il faut parler et nous sommes en train de le faire. Et nous savons qu'il y aura des conséquences politiques et des conséquences financières. Et nous sommes engagés à le faire quand même. Merci beaucoup de l'ONU-SIDA. Alors maintenant, nous allons prendre vos propos de clôture. J'aimerais vous défier à terminer cette phrase. Je veux voir un système de développement international décolonisé dans lequel les leaders, le blanchiment de leaders ne suffit pas et nous remettons en question comment nous travaillons, nos modèles d'entreprise, notre narratif et pourquoi nous existons. Et dans lesquels il n'y aura pas d'espace pour en fait des dotations, des fonds de dotation. Et nous allons reconnaître l'urgence et nous allons mettre l'argent sur la table parce qu'il est nécessaire. Il est requis par les agences de droits humains, les organisations féministes, les organisations de la société civile, et ils en ont besoin. Et ils sont en train de répondre déjà parce que nous refusons de prendre nos responsabilités en tant que détenteurs de pouvoir. Donc ça, c'est le système que je veux voir. Un système dans lequel l'argent est dans nos mains. Je veux voir un système décolonisé dans lequel nous ne sommes pas en train d'avoir cette conversation encore dans une génération ou 2 générations à venir. Il est très important de se rappeler que l'espace du développement international est censé évoluer. Et évoluer, mais nous ne sommes pas en train de quitter notre travail, mais il faut remettre en question notre priorité. Il est donc très important de se rappeler que les mêmes visages ne doivent pas être ici dans 20 ans. Il faut avoir des jeunes personnes, des groupes ou des populations marginalisées qui sont en train de diriger et qui continuent pas seulement à défier le système, mais à prendre des actions. Christine? Je souhaiterais vraiment d'avoir un système où, en fait, notre système est centré autour de la population. Et en fait, nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts. Et ceci inclut, c'est-à-dire pas inclure tout le monde. Et pour moi, il s'agit ici de créer des espaces. Et un peu comme Pumzile avait dit hier, il y a un espace en enfer pour les femmes qui n'aident pas les femmes. Et donc, je pense que ça s'applique à cette conversation aussi. Alors, Sophia, et vous? Voilà un système dans lequel les statistiques que j'avais mentionnées sont changées, où la plupart du financement font vers des organisations de droits de femmes, aux jeunes leaders, et où vraiment nous travaillons en solidarité de façon vraiment différente et pas comme nous sommes en train de le faire maintenant. Les choses doivent changer. Formidable. Applaudissez nos conférencières. Merci beaucoup pour votre considération excellente. Et donc, j'espère que ce serait vraiment la dernière conversation. Alors, nous pouvons maintenant quitter ici
J'aimerais inviter les autres panélistes à prendre leur place sur la scène. Alors, le prochain panel va nous éclairer sur les sujets de la justice. Alors, notre deuxième panel va parler toujours du féminisme parce qu'il faut définir en fait ce qui est le féminisme. Souvent, on se rend compte que en fait ça s'applique à une culture, des croyances. Et donc, le panel qui va suivre va regarder comment cette approche, comment les féministes doivent approcher leur travail. Il faut comment prendre en compte les différentes cultures et les différents backgrounds. We're still getting set in the back. Okay, here they come. D'accord, ils arrivent. Applaudissez. Thank you so much. Thank you, thank you. You all look Merci beaucoup. Prenez votre place. Alors, nous allons introduire notre conférencière, Tarsila Ibeazea. Elle est la fondatrice, oui. Elle est la fondatrice de Liaison continentale des femmes autochtones des Amériques. Et elle est à l'avant-garde de la culture ancestrale et elle forme des leaders autochtones. Et nous avons aussi Chantal Omorosa, directrice exécutive à Spectral et Young Feminist Activism. Elle est panafricaniste et féministe. Elle est basée ici au Rwanda. Ensuite, nous avons Tante, je peux l'appeler Tante. Elle a dit que je peux l'appeler Tante. OK. Tante Gillian Gallara, PDG de l'Organisation pour le contrôle de la santé des aborigènes. Et Jules a vraiment joué un rôle essentiel pour nous aider à constituer une équipe. Merci beaucoup pour vos engagements. Ensuite, nous avons un réseau, Najib Zadeh, gestionnaire de programme pour Oxfam Canada. Elle continue à porter sa voix pour le mouvement des femmes au Canada. Et récemment, elle a été reconnue comme une jeune femme au Canada, avec distinction. Ensuite, nous avons Aïcha Constable. Elle est la fondatrice de l'Action climatique pour Aïcha applique une approche féministe à son travail. Merci beaucoup. Donc, nous avons environ 30 minutes pour ce panel. Vous travaillez dans vos espaces et j'aimerais reconnaître cela et reconnaître que, en fait, il y a un peu de chevauchement dans ce que vous faites. Cependant, j'aimerais poser des questions bien ciblées parce que le contexte au niveau local est très important quand nous parlons de féminisme. Donc, j'aimerais commencer avec Tarsila. Pendant 40 ans, vous êtes en train de militer pour le droit des femmes autochtones des Amériques. Est-ce que vous pouvez mentionner deux façons dont le système international peut intégrer les connaissances, les pratiques et le leadership des femmes autochtones, ceux pour qui vous êtes en train de militer chaque jour? The mic, just 1 second. Try again. Okay, we're going to switch it out for you. Now, Perfect. Bien. Il est important de dire que cette question, la décolonisation, est très importante à voir dans les questions externes, mais aussi dans nos propres vies, dans nos attitudes personnelles. Pourquoi? Parce que
On a eu beaucoup d'héritages, mais pas des héritages qui sont vraiment bons, en fait, de temps colonial. Nous, en tant que féministes ou juste en tant que femmes, nous avons une part de la responsabilité, surtout de la religion catholique, par exemple. Pourquoi? Parce que nous continuons à répéter, à dire que nous devons prendre ces responsabilités parce que nous avons le droit d'être contents, surtout avec nos vies collectives et nos vies personnelles. Donc, je pense qu'il est très important d'être le lien entre nous, le lien entre les différences. Vous avez mentionné nos connaissances. Nous sommes sûrs que les femmes autochtones et les connaissances de ces femmes autochtones est très utile pour faire face aux problèmes principaux dans nos pays et dans notre société. Nous croyons dans les droits collectifs. Par exemple, nous parlons de la crise climatique, du système. Je pense qu'il faut revoir et ressusciter la vision de droits collectifs pour tous, pas juste pour moi, mais pour tout le monde. La question de retrouver l'équilibre dans notre relation, la relation entre nous et entre notre écosystème, notre mère Terre. Parce que si nous croyons, c'est parce que nous sommes toujours en train d'utiliser ce que la mère Terre nous a donné pour la vie et nous avons besoin de prendre soin de cela. Mais il faut inclure tout cela, cette reconnaissance, le respect et d'être consulté quand il y a des programmes ou des activités qui nous concernent, que ce soit de la part des bailleurs, de la coopération internationale, dans les programmes au niveau national, parce que nous avons besoin d'être impliqués et de faire partie du changement, pas juste en tant que bénéficiaires, parce que nous avons la capacité. Nous pouvons partager ce qui est bon pour nous. Par exemple, quand vous avez des problèmes de santé, nous avons besoin de voir tout ça. Que le corps, l'esprit, l'émotion, mais aussi les conditions ambiantes pour notre vie avec dignité. Je pense que nous pouvons partager beaucoup de connaissances, attitudes et beaucoup de questions qui nous aideront à bâtir une nouvelle façon de gérer les relations. Mais il est très important de remettre en question notre système de pouvoir et aussi la mauvaise utilisation de pouvoir, pas seulement le pouvoir économique, mais toutes sortes de pouvoirs. Quand nous avons un peu de pouvoir, il faut pas de façon individuelle, il faut réfléchir de façon collective. C'est pour cela que je suis ravi de partager la connaissance et les liens avec les droits collectifs et les droits personnels dans notre corps et dans notre société avec le droit à la vie pour tous. Merci infiniment. Et après 40 ans d'expérience dans ce domaine, je pense que vous avez beaucoup de choses à partager avec nous. Chantal, pouvez-vous nous donner 2 exemples d'héritages coloniaux qui vous mettent mal à l'aise et que vous souhaiteriez voir disparaître? Merci. Je pense que c'est très difficile pour moi de parler d'héritage. Pour moi, l'héritage, c'est ce qui nous reste. Et la colonisation n'est pas seulement visible dans nos systèmes et dans nos attitudes.
La définition de la colonisation que je m'en vais vous donner comprennent des questions comme le patriarcat, le racisme, tous ces ismes qui oppressent les autres dans le monde. Cette définition me permet de dire que les féministes font de leur mieux pour lutter contre ces systèmes de contestation des droits de plusieurs manières différentes. Mais ces systèmes sont profondément ancrés dans nos croyances, autour de nous. Ainsi, nous devons déconstruire tous ces systèmes. Pour moi, 2 éléments affectent les mouvements féministes. J'aimerais parler essentiellement des membres de ces mouvements. Nous savons quelles sont ces personnes. Nous connaissons leurs contributions. Et nous savons que les féministes du passé, qui sont même présentes ici aujourd'hui, se sont battus pour que nous soyons où nous sommes. Nous n'avons pas une idée claire du développement pour ceux et celles qui sont dans des pays pauvres, pour ces femmes qui vivent dans des situations difficiles. Ces idées doivent provenir directement des bénéficiaires de notre aide. Nous devons juste être à leur côté pour les écouter, pour être des béquilles, pour ne pas prendre leur place. En réalité, c'est ce que les organisations locales, les organisations internationales, locales font. Il faut apprendre à écouter. Très souvent, nous ne le faisons pas. Nous apportons nos propres idées, nos propres dynamiques de pouvoir. Et ce système doit cesser de fonctionner. Vous parlez de changement à tous les niveaux, c'est ça? Oui, effectivement, à tous les niveaux. Et vous avez parlé de féminisme et d'organisation féministe à tous les niveaux. J'aimerais également parler d'un autre aspect. Nous dénonçons notre isolement et l'utilisation d'approches isolées. Et je crois que cela vient directement des séquelles de la colonisation. Il y a des groupes sur les droits des personnes LGBTQ+, des jeunes femmes et des jeunes filles. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de solution macroéconomique efficace. C'est la raison pour laquelle nous ne trouvons pas de solution à ces conflits. C'est la raison pour laquelle la mobilisation des hommes et des garçons prend autant de temps. Il nous faut de nouvelles ressources, de nouvelles méthodes de travail. C'est la raison pour laquelle les féministes ont besoin d'une approche intersectionnelle. C'est une approche transversale. Il n'existe pas un seul problème dans une communauté. Ne vous dites pas que dans des villages, il n'existe que des problèmes. Il y a des problèmes au niveau de l'éducation, au niveau de la paix. Les ONG, les OSC se concentrent beaucoup trop souvent sur des problèmes et les prennent isolément. Il y a des femmes qui vivent en situation d'urgence et qui ont des problèmes qui sont liés à ces situations d'urgence. Chantal, permettez-moi de vous couper. Vous avez parlé de leadership et du leadership des institutions féministes. Si nous prenons le temps de regarder qui sont ces leaders féministes, qui sont ces personnes et comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous constatez qu'il existe un fil conducteur entre ces personnes? Comment est-ce que vous vous sentez, Chantal? Est-ce que vous êtes frustrée? Oui, je suis frustrée. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Si ces problèmes n'existaient pas, je ne serais pas ici aujourd'hui. Ce sont des problèmes qui doivent être résolus et nous avons besoin de changements sociaux. Tata Julienne, depuis déjà plusieurs années, vous êtes impliquée dans cette lutte. Comment est-ce qu'on pourrait impliquer autant de personnes que possible et leur faire ressentir l'urgence de
de cette lutte? Comment est-ce qu'ils pourraient appartenir pleinement à cette cause? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité et remercier le peuple rwandais. Je viens d'une communauté constituée de peuples autochtones d'Australie. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais vous dire ce qui se passe dans mon pays, l'Australie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les aborigènes en Australie vivent sur ce continent depuis plus de 6 000 ans. 60 000 ans. Depuis plus de 60 000 ans, plutôt. Nous avons connu les dinosaures. Nous avons franchi la ligne qui séparait l'Australie de la Tasmanie. Cela veut dire que mes ancêtres ont vu des volcans, des éruptions volcaniques en Australie. Ils ont vécu sur ce continent, ont pris soin de ce continent depuis des milliers et des milliers d'années. Puis un jour, il y a 250 ans, des colons se sont rendus sur ce continent. C'était une colonisation brutale, rapide et dévastatrice. Elle a changé notre manière de vivre, nos cultures, nos traditions. Cette colonisation a eu des répercussions inimaginables sur nos cultures. Vous ne savez pas ce que ça fait de perdre sa langue, de perdre ses origines. Nous avons été traités comme des animaux. Nous avons été traités comme des animaux, transportés comme des animaux. Pendant plus de 250 ans, les peuples autochtones d'Australie ont été marginalisés. Ils ont perdu tout espoir. Lorsque nous parlons de féminisme, c'est un concept vague, vaste. Quel est le lien entre le féminisme et les cultures autochtones? Est-ce que vous parlez des femmes aborigènes d'Australie qui ne se considèrent pas comme des féministes? J'en doute, puisqu'elles sont des féministes. C'est une Tida, une femme. Elle a changé beaucoup de choses pour s'intégrer dans sa culture. Depuis que la colonisation s'est implantée dans mon pays, il y a de nombreux mouvements féministes. Mais ces mouvements féministes n'invitent pas les aborigènes, les femmes aborigènes. Combien de femmes aborigènes australiennes ont assisté à cette conférence ou assistent à cette conférence? Il n'y en a que 3. Seulement 3? Seulement 3. Nous devons inviter plus de femmes autochtones qui ont été victimes de crimes contre l'humanité horribles. Permettez-moi, de ces crimes contre l'humanité, de ces violations de leurs droits. Les femmes aborigènes ont été affectées de plusieurs manières par la colonisation. Elles ont été violées. Les Blancs, les maîtres blancs, se sont permis de violer ces femmes. C'est arrivé en Australie. Et combien de femmes à travers le monde le savent? C'est la toute première fois que j'assiste à une conférence internationale pour parler de notre histoire.
Merci. Merci infiniment. Je crois qu'il y a effectivement de l'espoir. Quelles sont les 2 solutions que nous pourrions adopter pour résoudre la situation? C'est une autre question? Oui, oui. Je pense qu'en Australie, nous avons du pain sur la planche. Nous devons intégrer le plus de femmes possible. Il nous faut des ressources afin que ces femmes rejoignent les mouvements féministes du monde. Il faut trouver de plus d'idées. Et comme je l'ai dit, c'est la toute première fois que j'assiste à une conférence comme celle-ci. Si jamais elle se tient à Melbourne, je vous promets que de nombreuses aborigènes australiennes assisteront à cette conférence. Merci beaucoup. Arisu, est-ce que les représentations vides sont un problème aujourd'hui? Arisu. Lorsque vous avez parlé de leadership, je voulais prendre la parole et les mesures symboliques sont une véritable gangrène pour le mouvement féministe. Nous sommes tellement obsédés par les représentations politiques, nous prêtons tellement attention aux chiffres et aux quotas que cela distrait notre attention et pourrait nous causer plus de tort que de bien. Si une femme me ressemble, si une femme occupe un poste de responsabilité, cela signifie qu'elle représentera et défendra les intérêts de ma communauté. Et c'est une illusion. C'est une illusion qui a été créée pour nous donner l'impression que nous sommes intégrés, que nous sommes dans des espaces inclusifs. C'est la même chose pour les personnes trans, les personnes de la communauté LGBTQ+. Parce qu'en réalité, ces personnes ne font rien pour nous donner plus de ressources, pour mettre en place des mesures pour aider leur communauté et le reste de la population. C'est bien de s'assurer que cette représentation soit effective, mais c'est un couteau à double tranchant. Cela prendra du temps pour que cette représentation porte effectivement du fruit. Et il faudrait que cette représentation soit de qualité. C'est bien d'être représenté par des membres de sa communauté, mais il faut que cette représentation soit réelle. Et nous voyons malheureusement que dans le Nord, nous voyons des femmes noires qui évoluent dans les cercles politiques. Elles sont élues, elles portent sur leurs épaules beaucoup d'attentes, mais la vérité, c'est que lorsqu'elles occupent ces postes, lorsqu'elles essaient de changer les choses, de bousculer l'ordre établi, elles sont remises très rapidement à leur place. En tant que collectif, en tant qu'individu, nous devons reconnaître la manière dont la suprématie blanche, la suprématie occidentale, la décolonisation, toutes ces formes de discrimination ont pour principal objectif de ralentir notre travail. Nous avons besoin de nouvelles formes de leadership afin d'intégrer autant de diversité que possible. Pensons par exemple aux femmes qui vivent avec un handicap. Il faut également trouver ces éléments qui témoignent de la présence de cette décolonisation dans tout ce que nous faisons. Nous travaillons avec des féministes sur le plan local, peu importe leur diversité, et nous voyons qu'il y a quand même des changements. Il faudrait que nous cessions de nous intéresser plus à la quantité qu'à la qualité. Ce serait préférable d'avoir des parlements qui comptent 30 femmes, qui travaillent effectivement, plutôt que des femmes qui sont nombreuses mais ne font rien. Peu importe si vous êtes la seule présidente de votre pays,
peu importe si vous êtes la première présidente de votre pays, si vous ne représentez pas les femmes transgenres, si vous ne respectez pas les membres de la communauté LGBTQ+, ça n'en vaut pas la peine. Nous sommes ici pour une lutte, une cause réelle. Et si vous n'êtes pas là pour nous aider, ça ne sert à rien d'être présent dans cette salle. Aïcha, en tant que jeune activiste pour le climat, jeune militante pour le climat, comment pouvons-nous rapprocher le féminisme, le changement climatique et la décolonisation? Et vous voulez que je le dise dans un seul discours? D'accord. J'aimerais déjà me présenter. Je viens des Caraïbes. Je suis originaire de la Jamaïque. J'ai été particulièrement touchée par l'histoire de la décolonisation en Australie. C'est vrai que si je n'avais pas été victime moi-même de la décolonisation, j'aurais été encore plus proche de ma culture. Mon peuple ne se serait jamais retrouvé dans les Caraïbes pour s'occuper de plantations de canne à sucre. Mon peuple n'aurait pas été traité comme des esclaves, n'aurait pas été esclaves. Chaque jour, nous nous rappelons des tragédies que nous avons vécues à cause de la colonisation. Et cela est très important pour moi de participer. C'est très important pour moi de participer à cette conférence au Rwanda. C'est un pays qui a été touché par de nombreuses tragédies. C'est un pays qui a changé en si peu de temps et qui nous prouve aujourd'hui que les forces de la décolonisation, les approches décoloniales, le développement durable sont capables de faire. En ce qui concerne la crise climatique, nous avons vu les efforts constants dont font preuve nos gouvernements pour créer un changement de système. Ces solutions sont considérées comme des panacées et c'est vraiment dommage. Et j'essaie de rappeler à mes confrères, à mes consoeurs, à toutes les personnes avec lesquelles je travaille, que pour lutter contre les crises climatiques, il faut faire davantage d'efforts. Nous ne pouvons pas trouver de solutions réelles si celles-ci sont décidées par les colons ou si elles portent en elles des traces de la colonisation. Il existe encore beaucoup trop de systèmes coloniaux, néocoloniaux, racistes et sexistes qui influencent ces solutions pour lutter contre le changement climatique. Nous en sommes conscients. Les transferts des technologies, les mesures d'atténuation n'apporteront pas les changements que nous souhaitons voir s'ils continuent d'être pensés par ces systèmes coloniaux. Nous devons consulter les personnes qui sont directement touchées par ces crises. Parce que sans cette approche, sans prendre en considération le point de vue de ces personnes, ces solutions resteront stériles. Elles continueront de perpétuer les mêmes problèmes, de créer de nouveaux problèmes. Si nous continuons d'utiliser les technologies qui sont pensées par ces mêmes systèmes coloniaux, nous sommes en fait en train de créer d'autres problèmes ou en tout cas de tourner en rond. En fait, il ne s'agit tout simplement que d'une forme de néocolonialisme. Ces personnes ne pensent jamais à la réparation des torts et des dommages causés à ces personnes. Ils ne pensent jamais au financement réel qu'il faut apporter pour lutter contre le changement climatique. Sans des mécanismes solides, sans des instruments solides
qui permettent la redistribution de la richesse, qui réparent les torts causés à ces personnes à cause de la colonisation. Si les institutions financières qui sont utilisées pour laver l'argent de la colonisation, si nous continuons d'utiliser ce même système, si nous continuons d'utiliser ces systèmes, nous ne pourrons pas résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vous avez encore 30 secondes. Je crois que pour décoloniser les systèmes dans lesquels nous évoluons, que nous soyons ici ou ailleurs, nous devons décoloniser nos mentalités, nos attitudes. Comment est-ce que nous nous comportons en dehors de ces espaces? Comment est-ce que notre attitude perpétue ce système colonial? Combien d'entre nous prêtent attention à ces femmes qui nettoient les salles de bain, les toilettes? Ce sont ces femmes qui nous permettent de continuer de profiter de cette conférence. Combien d'entre nous voyons le travail que réalisent ces femmes? Est-ce qu'on voit ces femmes qui nous donnent à manger? Est-ce que nous reconnaissons le travail qu'elles réalisent? C'est pareil pour le changement climatique. Est-ce que nous voyons ces personnes qui sont les plus affectées par les catastrophes naturelles, le changement climatique? Est-ce que nous comprenons leurs besoins? Est-ce que lorsque nous pensons aux solutions contre le changement climatique, est-ce que nous gardons à l'esprit ces personnes? Si nous ne le faisons pas, tout ce que nous faisons, c'est aggraver la situation. Merci infiniment. Malheureusement, nous allons devoir nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour ces contributions brillantes et stimulantes. J'aimerais maintenant conclure cette session qui a été pour moi très touchante. Et en 10 minutes, j'aimerais que nous revenions sur ce qui a été dit. 10 secondes, pardon. Thank you all so much. Thank you, thank you. Another round of applause. Merci. Veuillez applaudir, s'il vous plaît. Alors, je vous invite à regagner vos places. Oui, c'est déjà terminé. Je sais, c'était très court, mais le temps nous tient à la gorge. Merci infiniment, mesdames. Veuillez applaudir les membres de notre table de discussion. J'espère que vous avez profité de cette session plénière comme moi, de cette table ronde comme moi. C'est à vous maintenant de prendre des mesures. C'est à vous de lutter contre le statu quo. C'est un défi qui nous concerne tous. Pour conclure cette plénière, je vais demander à une artiste rwandaise de nous rejoindre. Je crois qu'elle se prépare. Elle a préparé une petite interprétation pour nous. C'est une rappeuse, une poétesse. Nous sommes chez elle, au Rwanda, et elle a préparé justement il a préparé quelque chose pour nous. Elle ou il? Hello everyone. Kivumbi a préparé quelque chose pour nous. Je m'appelle Kivumbi. Je vais déclamer 2 poèmes. Le premier, Tchatchana, le mal-aimé. Ndatambuka bakagira bati dore cya cyana cya Kivumbi cya cyana icyo ntazi icyana cyarenzwe n'ivumbi n'icyicari wabo gikunda gasozi ngo ni cya cyana yego nicyo cya cyana cyataye indero ngo ni cya cyana cyataye umuco oya ndi cya cyana cyabuze umuco ngo nkukure hegeye nkusange ese uyu niwo batuzaniye
twarayobotse twarakurikiye ariko mu kuvuga abandi twabaye aba mbere bagira bati wacyana we ntabwo ujya wumva wataye indero nta muco ugira. Then I'm confused and I'm like, what? How can I lose some that I didn't have? See, I never lost it because I never had it. I never lost it because I don't even know it. So every Je ne l'ai jamais perdu parce que je ne l'ai jamais compris. I don't know what you're talking about. Ntabwo nzi ibyo muba muri kuvuga. Please hear me out. See, I was born in the post-colonial era. Vous savez, je suis né dans l'ère après la colonisation, ce qui veut dire que ma culture n'est plus pure. Quand on avait un roi qui est maintenant un président et même les résidents parlent des langues étrangères. See, my culture is Vous voyez, ma culture est informelle, mais nous vivons maintenant dans le monde formel. Ce qui veut dire l'éducation. Ma complication, c'est que je suis perdu dans la traduction. Et personne n'aime les anciens styles. Bienvenue à la civilisation, c'est ce qu'ils vont dire. but I wish I was Mais born before. je souhaiterais être né avant la culture, voir ma culture, boire le lait, voir la coiffure, la façon de parler. Comment les filles sont devenues des femmes, comment des femmes sont devenues des mères. Mais finalement, je me pose encore. I live with an open mind. Je vis avec un esprit ouvert. Le monde change toujours et je reste vrai à ma personne. Le bon, le mauvais, j'ai vu beaucoup. C'est pour cela que parfois, j'écris. Merci. The next one is called Hakuna Le Matata. prochain est appelé Hakuna Matata. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata, une phrase formidable. Il veut dire pas de soucis pour le reste de vos jours. Mais bien que j'aimerais vivre sans problème, j'ai toujours le pain sur la planche. Je ne veux pas vivre une fausse vie. Mais moi, je préfère écrire pour ce que mes ouvrages. Et Hakuna Matata est une déclaration que je crois que beaucoup de personnes ne peuvent pas dire facilement. Vous voyez, je ne cherche pas à être pessimiste, non. Je suis beaucoup plus un journaliste. Pendant longtemps, nos générations n'ont pas communiqué sur comment voir en fait le blanc et comment démanteler les structures qui ont commencé avec des explorateurs. Certains autofiancés, ils ont dessiné et découpé notre continent. Ils ont nommé nos montagnes, nos lacs. Et pour certains, ils ont même appris nos langues. Parle. Montagne Speak, Montagne Stanley, lac Victoria, etc. Et ensuite, les missionnaires sont venus. Vous voyez, ils sont venus civiliser, commercialiser et changer notre orientation et religion. Il a été important pour justifier la suprématie de l'homme blanc que nous sommes destinés à être des esclaves, nous les enfants perdus, que nous ne pouvons pas penser pour nous-mêmes, que nous sommes primitifs et barbares. Et la seule façon de sauver notre âme, c'est de rendre saint notre âme, de faire de notre âme des âmes chrétiens. Et ça a marché. Voyez-vous, Jean de Dieu et Jean-Baptiste sont des enfants ici. Et dans une autre famille, nous avons Al-Hassan et Rahma. Et après un certain temps, Rahma rencontre Jean de Dieu et ils ont un Thomas ou un chrétien qui ne connaît rien de les générations d'avant. Et rappelez-vous, Hakuna Matata. Vous voyez, nous avons été colonisés et en fait, ils nous ont fait changer d'orientation. Notre histoire, nos identités perdues.
nos choses sont perdues avec beaucoup de villages et vous pouvez demander et vous pouvez même poser cette question à Kwame. La question demeure, comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant d'ici? Parce que, vous voyez, si l'éducation ne vous dit pas ce qu'il faut remettre en question, là, vous remettez en question l'éducation. Et Hakuna Matata est une belle phrase, mais je pense que je serai obligé de vivre avec des soucis pour le reste de mes jours. All right, so plenary number 8 has come to an end. Thank you so much for your attention, and please be a part of the process. Alors, il faut être impliqué dans le processus pour décoloniser notre monde.